Épictète a dit un jour « Prends garde à une chose, ô homme, vois à quel prix tu vends ta volonté. Si tu ne fais rien d'autre, ne vends pas ta volonté à bas prix. » Dans le monde moderne, le stoïcisme est défini comme l'endurance de la douleur ou de l'épreuve sans manifester de sentiments et sans se plaindre. Mais la philosophie originelle était bien plus qu'une simple attitude. Selon les stoïciens, tout ce qui nous entoure fonctionne à travers un réseau de causes et d'effets qui aboutit à la structure rationnelle de l'univers, qu'ils appelaient logos. Et bien que nous ne puissions pas contrôler les événements qui nous affectent, nous avons le contrôle sur la façon dont nous les abordons. Plutôt que d'imaginer une société idéale, les stoïciens voient le monde tel qu'il est, tout en cherchant à s'améliorer grâce à 4 vertus cardinales. La sagesse pratique, qui consiste à naviguer dans des situations complexes avec logique, information et calme. Le courage, qui consiste à faire ce qui est juste et à affronter les défis quotidiens avec clarté et intégrité. La justice, qui consiste à traiter chaque être humain, quelle que soit sa position dans la vie, avec équité et gentillesse. Et la tempérance, qui consiste à faire preuve de modération et de maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme a été une école philosophique active pendant plusieurs siècles en Grèce et à Rome. Mais en tant qu'institution formelle, elle s'est éteinte. Cependant, son influence a continué à inspirer plusieurs chefs d'entreprise, hommes politiques et athlètes jusqu'à nos jours. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous parlerons de 12 exercices pratiques selon le livre « How to be a Stoic » de Massimo Pigliucci, qui utilise l'enchiridion d'Épictète, que nous pouvons utiliser dans le monde moderne tout en maîtrisant les 4 vertus stoïciennes. Numéro 1. Examine tes impressions. Épictète dit « Prends donc l'habitude d'examiner immédiatement tes impressions et de dire à chaque impression forte « Une impression, c'est tout ce que tu es, pas la réalité elle-même. » Ensuite, teste-la et évalue-la avec tes critères, mais surtout avec une seule question. Est-ce que c'est quelque chose qui est ou n'est pas sous mon contrôle ? Par cet exercice, Épictète nous demande d'examiner constamment nos impressions, c'est-à-dire nos réactions initiales aux événements, aux personnes et à ce qu'on nous dit en prenant du recul pour laisser place à une délibération rationnelle, en évitant les réactions émotionnelles irréfléchies et en nous demandant si ce qui nous est proposé est sous notre contrôle ou non. Si c'est le cas, il faut agir. Si ce n'est pas le cas, il faut l'ignorer. Par exemple, tu es coincé dans un embouteillage et tu arrives en retard au travail. Bien sûr, tu aurais pu faire ce qui était sous ton contrôle, comme anticiper les embouteillages et partir plus tôt. Mais maintenant que tu es coincé dans les embouteillages, ce qui n'est pas de ton ressort, tu pourrais, au lieu de t'irriter ou de te mettre en colère, te contenter d'écouter, de garder ton calme et de continuer à avancer. Numéro 2. Rappelle-toi de l'impermanence des choses. Comme l'a dit Épictète, lorsque tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un mortel. La vérité est que le changement est une loi universelle de la nature. Les choses changent constamment. La vie est éphémère. Les personnes auxquelles nous tenons peuvent nous être arrachées en un clin d'œil, sans avertissement. C'est pourquoi cet exercice vise à nous rappeler à quel point nos proches sont précieux. Ils peuvent bientôt disparaître, eux aussi. Apprécions ce que nous avons aujourd'hui, car il se peut que nous ne l'ayons plus demain. La vie est impermanente. Garde à l'esprit que tu as de la chance de pouvoir profiter des choses que tu as, que ton plaisir peut s'arrêter brutalement et que tu ne pourras peut-être plus jamais en profiter. Apprends à apprécier les choses et les gens sans te sentir en droit de le faire, sans t'accrocher. Numéro 3. La clause réversible. Selon Épictète, lorsqu'on planifie une action, il faut répéter mentalement ce que le plan implique. Il n'est pas vrai que les mauvaises choses n'arrivent qu'aux mauvaises personnes. Qu'ils soient bons ou mauvais, chacun d'entre nous sera confronté à certaines situations. Cet exercice consiste à faire face à ces situations du mieux que l'on peut, tout en laissant le destin décider de l'issue. Supposons que tu sois pressenti pour une promotion à ton travail. Bien que nous pensions naturellement que notre objectif est d'obtenir cette promotion, le résultat n'est évidemment pas sous notre contrôle et ne peut être influencé que par nous. Tu dois donc faire de ton objectif quelque chose qui est réellement en ton pouvoir, et non quelque chose que le destin peut te voler. Dans ce cas, il s'agirait de constituer le meilleur dossier de promotion possible avant que la décision ne soit prise. Tu obtiendras peut-être la promotion, mais il y a des chances que tu ne l'obtiennes pas.
L'idée n'est pas d'absorber l'injustice de ne pas obtenir une promotion amplement méritée, il s'agit plutôt de faire preuve de sagesse en sachant que, parfois, les choses ne se passeront pas comme tu le souhaites, même si tu fais de ton mieux, et indépendamment du fait que tu mérites ou non d'obtenir la promotion. Numéro 4. Comment puis-je utiliser la vertu ici et maintenant? Épictète nous informe, pour chaque défi, souviens-toi des ressources que tu as en toi pour y faire face. Selon les stoïciens, nous devrions utiliser chaque occasion, chaque défi, comme un moyen d'exercer notre vertu, de devenir un meilleur être humain par une application constante. Si l'on s'en tient à l'exemple précédent, il est tout à fait naturel que tu te sentes contrarié de ne pas avoir obtenu la promotion que tu pensais mériter, ou que tu sois envieux de ton collègue qui a obtenu la promotion à ta place. Tu pourrais même être en colère contre ton patron. Au lieu de cela, en te rappelant ton objectif primordial, qui est d'être une personne honnête, qui ne fait rien qui ne soit pas vertueux ou qui puisse compromettre son identité ou son intégrité, tu peux laisser tomber les sentiments négatifs et prendre cette situation comme une courbe d'apprentissage et chercher des moyens d'améliorer tes performances au travail. La vérité est que nous avons tous beaucoup plus de maîtrise de soi, d'endurance et de patience que nous le pensons. Numéro 5. Fais une pause et respire profondément. Comme nous l'apprennent les paroles d'Épictète, souviens-toi qu'il ne suffit pas d'être frappé ou insulté pour être blessé. Vous devez croire que l'on vous fait du mal. Si quelqu'un réussit à vous provoquer, réalisez que votre esprit est complice de la provocation. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas répondre impulsivement aux impressions. Prenez un moment avant de réagir et vous verrez qu'il est plus facile de garder le contrôle. C'est un conseil simple et pourtant très difficile à mettre en œuvre. Il est aussi très important. L'idée derrière cet exercice est d'examiner rationnellement nos impressions, qu'elles soient négatives, comme les insultes, ou positives, comme les sentiments de convoitise, pour lesquels nous devons résister à l'impulsion de réagir immédiatement et instinctivement à des situations potentiellement problématiques. Au lieu de cela, nous devons faire une pause, respirer profondément, peut-être faire le tour du pâté de maison, et ensuite seulement examiner la situation avec logique et calme. Une fois que tu auras commencé à pratiquer sérieusement cet exercice, tu verras des améliorations spectaculaires dans ta façon de gérer les choses, et tu recevras des commentaires positifs de la part de tous les autres qui verront également ces améliorations en toi. Numéro 6. Ose l'empathie. Selon Épictète, lorsque la femme ou l'enfant de quelqu'un meurt, nous avons tous l'habitude de dire que cela fait partie de la vie. Mais s'il s'agit d'un membre de notre propre famille, c'est tout de suite « pauvre de moi ». Nous ferions mieux de nous rappeler comment nous réagissons lorsqu'une perte similaire touche d'autres personnes. Épictète nous rappelle ici à quel point nous considérons différemment un événement qui a affecté d'autres personnes lorsque le même événement nous affecte. Il nous est facile d'être calme lorsque de petits désagréments, voire des catastrophes, arrivent aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Par exemple, lorsque ton ami perd ou casse son téléphone, tu lui diras que ce n'est qu'un téléphone et qu'il peut en acheter un nouveau. Mais lorsque tu casseras ton téléphone, tu perdras ton calme. Ou même pour des sujets plus douloureux, comme lorsque la femme de ton ami meurt, tu le consoleras en lui disant que la mort fait partie de la vie et qu'elle est dans un endroit meilleur. Mais lorsque tu perds quelqu'un qui te tient à cœur, tu perdras ton équanimité. Bien sûr, perdre son téléphone n'est pas la même chose que perdre sa femme, mais cet exercice permet de comprendre que les accidents, les blessures, les maladies et la mort sont inévitables. Bien qu'il soit compréhensible d'en être affligé, nous pouvons nous réconforter en sachant qu'ils font partie de l'ordre normal des choses. L'univers n'en veut à personne, ou du moins, il n'en veut à aucun d'entre nous en particulier. Numéro 7. Parle peu et bien. Épictète dit que le silence soit votre but la plupart du temps. Ne dites que ce qui est nécessaire et soyez bref. Les rares fois où tu es appelé à parler, parle. Mais ne parle jamais de banalités comme les gladiateurs, les chevaux, les sports, la nourriture et la boisson, des choses banales. Surtout, ne fais pas de commérage sur les gens, en les louant, en les blâmant ou en les comparant. Épictète nous donne la liste des choses dont nous ne devons pas parler. De nos jours, nous ne parlons peut-être pas beaucoup des gladiateurs, mais nous parlons des athlètes vedettes, des stars du cinéma et de la musique et d'autres célébrités, au lieu d'aborder des sujets difficiles parce que nous avons été conditionnés à penser que les discussions sérieuses sont ennuyeuses et qu'elles exigent en tout cas plus de connaissances de base et d'attention que ce que la plupart d'entre nous associent à une bonne conversation. Épictète conseille également de se tenir à l'écart des conversations qui portent sur les ragots et les jugements sur les gens.
Se livrer à des commérages et juger des personnes qui ne sont pas présentes pour se défendre ne semble tout simplement pas être la chose vertueuse à faire. Au début, cet exercice ne te semblera pas naturel, mais l'habitude s'installera. Change donc lentement tes sujets de conversation et réponds moins aux commérages et aux jugements. Y introduis de temps en temps un sujet stimulant de ton cru, basé sur quelque chose que tu as récemment lu ou regardé et dont tu penses qu'il pourrait mener à une conversation mutuellement bénéfique avec tes amis. Numéro 8. Choisis bien tes fréquentations. Épictète dit « Évite de fréquenter des non-philosophes ». Mais si tu dois le faire, veille à ne pas te laisser entraîner à leur niveau. Car tu sais, si un compagnon est sale, ses amis ne peuvent s'empêcher de se salir un peu eux aussi, quelle que soit la propreté de leur début. Épictète nous conseille de faire très attention aux personnes avec lesquelles nous passons notre temps. C'est un excellent conseil, car la vie est courte, la tentation et le gaspillage sont toujours à l'affût, et nous devons donc faire attention à ce que nous faisons et à qui sont nos compagnons. Commence donc à passer du temps avec des personnes désireuses de suivre la vertu et de cultiver leur caractère. Aristote a dit un jour que nous voulons être avec des amis qui sont meilleurs que nous, afin de pouvoir apprendre d'eux. Pose-toi des questions sur les personnes que tu rencontres et avec lesquelles tu passes du temps. Me rendent-elles meilleure? M'encouragent-elles à aller de l'avant et me demandent-elles de rendre des comptes? Ou bien m'entraînent-elles à leur niveau? Alors réfléchis consciemment aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Numéro 9. Réponds aux insultes avec humour. Comme le dit Épictète, si tu apprends que quelqu'un dit du mal de toi, n'essaie pas de te défendre contre les rumeurs. Réponds plutôt « Oui ». Et il n'en sait pas la moitié, parce qu'il aurait pu en dire plus. Nous nous sentons facilement offensés lorsque quelqu'un parle mal de nous ou nous insulte. Nous prenons les insultes trop à cœur, ce qui nuit à notre humeur et à notre estime de soi. Nous devons plutôt nous rendre compte que les insultes que les autres profèrent à notre égard ne dépendent pas de nous, mais la façon dont nous y réagissons l'est certainement. Épictète nous conseille de répondre aux insultes par l'humour et l'autodérision. Par exemple, si quelqu'un t'insulte pour ton surpoids, au lieu de t'offenser et de te lancer dans une bagarre inutile, réponds en disant « Oui, je me rapproche enfin du statut de personne la plus lourde de la planète », puis ris. En riant d'une insulte, nous laissons entendre que nous ne prenons pas l'insulteur et ses insultes au sérieux. Bien entendu, cela revient à insulter l'auteur de l'insulte sans le faire directement. Il s'agit donc d'une réponse susceptible de frustrer profondément l'insulteur. C'est pourquoi une réponse humoristique à une insulte peut être beaucoup plus efficace qu'une contre-insulte. Numéro 10. Ne parle pas trop de toi. Comme nous l'apprend Épictète, dans ta conversation, ne t'attarde pas trop sur tes propres actions ou aventures. Ce n'est pas parce que tu aimes raconter tes exploits que les autres éprouvent le même plaisir à en entendre parler. Nous sommes tous coupables de trop parler de nous-mêmes. Nous parlons de nous 30 à 40% du temps. C'est beaucoup. Des études ont montré que le fait de parler de soi est fortement associé à une augmentation de l'activité du système dopaminergique mésolimbique, la même partie de notre cerveau qui éprouve du plaisir à travers des choses comme la nourriture, le sexe et l'argent. La vérité est que personne n'a envie d'assister à un diaporama de tes dernières vacances, même si elles sont présentées sous forme de minuscules images sur ton dernier iPhone rutilant. Personne n'a vraiment envie d'entendre une autre personne parler sans cesse d'elle-même. On peut dire sans trop se tromper que nous ne sommes pas aussi intéressants que nous le pensons. Nous devons faire preuve de maîtrise de soi et nous abstenir de trop parler de nous. Cela rendra nos amis et connaissances plus heureux. Numéro 11. Parle sans juger. Comme nous l'apprennent les paroles d'Épictète, quelqu'un se baigne à la hâte. Ne dis pas qu'il se baigne mal, mais qu'il se baigne à la hâte. Quelqu'un boit beaucoup de vin. Ne dis pas qu'il boit mal, mais beaucoup. Tant que tu ne connais pas leurs raisons, comment peux-tu savoir que leurs actions sont vicieuses? Cela t'évitera de percevoir clairement une chose, mais de donner ensuite ton assentiment à une autre. L'idée est de faire la distinction entre les faits, auxquels nous pouvons donner notre assentiment si nous les trouvons justifiés par l'observation, et les jugements, dont nous devrions généralement nous abstenir, car nous ne disposons généralement pas d'informations suffisantes. La vérité est que nous faisons tous de notre mieux et que nous ne connaissons pas les histoires qui se cachent derrière les actions des gens. Nous devons donc être patients avec les autres et suspendre notre jugement, en reconnaissant les limites de notre compréhension. L'une des choses à laquelle il faut travailler est de voir le monde de la manière la plus objective possible. Si tu vois une personne que tu serais enclin à juger en surpoids, pense plutôt à son poids exact, qui est un fait, plutôt qu'au jugement selon lequel elle est trop grosse.
Mieux encore, considère cette personne comme un tout, avec toutes ses caractéristiques objectives, plutôt que comme une personne isolée. Le jugement n'ajoute rien d'autre qu'une émotion inutile. Vois le monde tel qu'il est et travaille à partir de là. Enfin, numéro 12, réfléchis à ta journée. Comme l'enseigne Épictète, ne laisse pas tes tendres paupières s'endormir tant que tu n'as pas fait le compte de chacune des actions de la journée. Comment me suis-je trompé? Qu'ai-je fait ou laissé de côté? Commence donc et passe en revue tes actes. Puis, pour les mauvaises actions, réprimande-toi. Pour les bonnes, réjouis-toi. Le stoïcisme n'est pas seulement une affaire de réflexion, c'est aussi une affaire d'action. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est de faire le point. Chaque soir, tu devrais examiner ta journée et tes actions. Trouve un endroit calme dans ta maison ou ton appartement et réfléchis à ce qui s'est passé au cours de la journée. L'objectif est de se concentrer sur les événements importants de la journée, en particulier ceux qui ont une valeur éthique. Tu as peut-être dit du mal de ton ami ou tu as peut-être aidé un collègue. Pour chacun de ces événements, écris quelques lignes dans ton journal et évalue ta propre performance éthique ce jour-là. Pose-toi la question, qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Où mon éthique a-t-elle été mise à l'épreuve? Où me suis-je bien débrouillé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi cela s'est-il produit? Et en outre, comment puis-je m'améliorer? Tu sais maintenant comment tu peux t'améliorer demain. Si tu penses avoir fait quelque chose qui aurait pu compromettre ta vertu, ne te culpabilise pas. Fais comme Sénèque et pardonne-toi. Fais preuve d'autocompassion. Les recherches montrent que le fait de se pardonner, et non de s'en vouloir, t'empêche de continuer à remettre les choses à plus tard. Et ne te contente pas de te critiquer. Pense à ce que tu as fait de bien afin de pouvoir le répéter demain. Et surtout, sois reconnaissant pour ce qui s'est passé de bien aujourd'hui. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.